Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Tu es inspecteur général des finances aujourd'hui, mais tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, Société en quête de sens, les trois cultures du développement. Tu nous expliqueras un peu quelles sont ces trois cultures du développement humain. Donc, au-delà de ton poste de haut fonctionnaire, tu es aussi un auteur, tu es quelqu'un qui pense les grandes questions d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pensé intéressant de t'interviewer par rapport au sujet qui est notre grand sujet de cette 4e journée de l'université intégrale, qui tourne autour de la problématique systémique, économie, sociale, écologique. Y a-t-il une véritable crise systémique qui mixte ces trois dimensions, c'est-à-dire la dimension économique, sociale et écologique? Quelle est la nature de cette crise? Est-ce que c'est une crise conjoncturelle, comme beaucoup de crises tout au long de la vie du système social et économique dans lesquels nous vivons, ou est-ce qu'on est bien à un point de bifurcation où se dessine l'émergence d'une autre civilisation, comme certains le disent? Je pense évidemment à Edgar Morin ou à Jacques Attali, mais aussi certains auteurs américains, mais certains auteurs aussi indiens, enfin. Écoute, je suis en train de me dire qu'il vaudrait mieux qu'on se voit à un autre moment, parce que ces questions que tu me poses sont quand même trop lourdes pour que j'improvise là-dessus quand même, d'autant qu'il faudrait que j'arrive à me connecter aux questions spirituelles et ça risque de faire perdre un peu de temps peut-être, mais je pense qu'il vaut mieux que j'ai préparé avant quand même. Et quitte à ce qu'on prenne un rendez-vous, je viens de te voir un samedi ou... Enfin, je veux bien essayer de faire quelque chose, mais écoute, on va faire quelque chose. Oui. Non, parce que si tu veux l'avantage, c'est ce que j'allais dire. Je suis un peu effrayé parce que c'est des sujets auxquels je réfléchis depuis que j'ai 20 ans. Au fond, je m'aperçois que je n'ai pas mis à jour ma réflexion sur les événements récents. Parce que pour moi, une société est toujours en crise d'abord. Et chaque société croit qu'elle est plus particulièrement en crise que les autres. Alors c'est quand même vrai à certains moments, hein, mais une société n'est jamais en équilibre. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie de la régulation d'une société sur elle-même que d'identifier ces facteurs de crise et d'essayer de les résorber. Voilà. Donc c'est quand même une première réponse. Voilà. Alors, il y en a une seconde qui est que j'ai été très marqué, moi, par mes lectures de jeunesse, à la fois par la lecture notamment de Raymond Abellio et de son livre sur Vers un nouveau prophétisme, dans lequel, au fond, il disait qu'il y avait des périodes d'évolution matérielle et d'involution spirituelle, et inversement, d'évolution spirituelle, d'évolution vers le mieux spirituel, mais était presque toujours accompagnée d'une involution matérielle. En d'autres termes, la conciliation du développement matériel et du développement spirituel est quelque chose qui ne va pas de soi, qui est très compliqué. C'est au fond le sujet de ma vie, si j'ose dire. C'est ce sujet-là qui m'intéresse. Voilà. C'est ce sujet-là pour lequel j'ai fait carrière dans la haute fonction publique, en essayant de me trouver dans des postes où on pouvait un peu réfléchir sur ces sujets-là. Donc, commissariat au plan étant, de ce point de vue-là, un lieu où j'ai vraiment eu beaucoup de chance de me trouver pendant près de 7 ans. Et où, par ailleurs, une certaine formation chrétienne m'a toujours conduit à dire qu'il fallait mettre de la cohérence entre ce qu'on pensait et ce qu'on faisait, d'où la création avec, alors d'abord quelques amis dans les années 70, d'un petit groupe qui s'appelait Spiritualité et Politique, qui réfléchissait un peu sur ce type de problématique. Et d'autre part, la création en 1985 de Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est une association qui permet
à des citoyens ordinaires d'aider concrètement des demandeurs d'emploi en leur proposant un accompagnement et des créations d'emplois financées par la mise en commun de revenus. Voilà. Donc c'est cet ensemble d'expériences qui m'a amené à écrire ces livres, qui retracent un peu tout ça, ces 2 livres, puis d'autres contributions, et à partir duquel je peux essayer de porter un jugement sur une crise dont nous voyons mal les contours actuellement. Parce que pour moi, quand j'ai écrit en 82 ce livre sur les 3 cultures du développement humain, quand on le relit aujourd'hui, le ton est tout de même relativement dramatique. On dit que le système croit qu'il est en effet de pilotage automatique, mais qu'il est en rendement décroissant, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à produire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire du bien-être ou du développement personnel. Une espèce de contradiction que je mettais en valeur en 2002 entre la mobilisation de l'énergie humaine, mobilisation forcenée de l'énergie humaine autour du développement de la croissance économique, d'une croissance très quantitative, très matérielle, pour ne pas dire matérialiste, et puis le bien-être humain et le bien-être spirituel qui en résulte, puisque j'ai quand même été très marqué, frappé par cette question du chômage, de l'exclusion, autour duquel notre société française n'arrive pas à résoudre depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, pour moi, la crise n'est pas nouvelle. Voilà. La crise, elle est là depuis longtemps, et ça fait longtemps que je vois bien que le pouvoir d'achat qui mobilise la société, on n'a plus les moyens aujourd'hui d'y répondre comme on y répondait dans les années 50 ou 60, tout simplement parce que la productivité globale dans une société post-industrielle n'est pas la même et qu'on a dans les bonnes années 1 à 2% de plus à distribuer chaque année, c'est pas 5. Donc 5% par an, ça permet de faire à la fois de la consommation individuelle, de la sécurité sociale. Aujourd'hui, donc ça, on sentait très fortement ça au commissariat au plan. Donc, et je pense qu'il y a donc un déséquilibre flagrant entre les désirs qui sont stimulés de toutes parts par le système ambiant, la publicité, l'offre politique elle-même, les progrès des techniques qui font qu'évidemment on a tous envie d'avoir des ordinateurs, des portables, etc. Et puis le fait que les moyens augmentent lentement, et donc d'où les phénomènes d'endettement, de surendettement, d'où les grandes difficultés sociales. Donc cette crise pour moi, elle est là depuis déjà un bout de temps. Voilà. C'est de cette façon un enfant de mai 68 qui considère que mai 68 était une révolution spirituelle dans son essence, où on sortait du pratico-inerte, pour employer un mot sartrien, qui n'a pas trouvé ses solutions spirituelles, qui est obligé de se déguiser derrière les vieux oriflammes rouges et noirs, et qui a ensuite dégénéré en permissivité libérale, je dirais, à gauche comme à droite. Et donc, comme le dit souvent Patrick Vivret, toutes les questions de mai 68 sont devant nous. Voilà. Et maintenant, elles arrivent. Elles arrivent. Alors, j'aurais davantage vu la crise venir du social, elle est venue du financier, elle est là dans l'écologique. Voilà, donc, pour moi, cette affaire vient de loin. Voilà. Elle n'est pas absolument nouvelle, même si la crise financière, que je n'avais personnellement pas vu venir sous cette forme, il est vrai que je ne travaille plus sur ces questions depuis un certain temps, lui donne une coloration, une force particulière. Et d'ailleurs, pour moi, l'analyse n'est pas entièrement faite de tout ce qui s'est passé. Mais j'en tire quand même une leçon importante, c'est que, d'une part, c'est quand même les États-Unis qui nous ont un peu flanqué la vérole, et que d'autre part, on a voulu demander aux financiers de faire ce qu'on ne voulait pas faire au système social. C'est-à-dire que si on ne veut pas des salaires qui augmentent trop vite, si on ne veut pas d'État-providence, si on ne veut pas d'allocation logement, si on ne veut pas de HLM, si on veut quand même que la demande s'accroisse, ben on a bien été obligé de fabriquer des produits financiers qui étaient aventureux et qui se sont avérés fallacieux. Donc, c'est une preuve tout de même que
l'économique durable a besoin de social durable. Que quand on coupe trop l'économique du social, on nuit à l'économique. Et donc, moi, je suis à la recherche de quelque chose qui articule l'éthique, le spirituel, l'économique, le social et l'écologique. Je crois qu'il faut arriver à travailler sur les 4 dimensions ensemble. Alors, nos démocraties et, je dirais, des systèmes de marché régulés le permettent en principe. C'est pour ça qu'il y a un débat pour moi pour savoir quelle est la nature de notre crise actuelle. Est-ce que c'est une crise où on est obligé de changer de système, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause, par exemple, la notion même de marché ou la notion de démocratie? Ou bien est-ce que nous devons au contraire faire mieux vivre le marché, le réguler et prendre au sérieux la question démocratique et la traiter autrement que par des procédures, mais par des valeurs? Voilà pour moi un débat important. Un débat important. Alors, ma réponse actuelle, c'est que nous n'avons pas de véritable alternative aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vois pas venir d'alternative. Parce que je ne confonds pas les expériences de vie pauvre, de décroissance locale, de monnaie locale, toutes ces expériences passionnantes, je les conçois comme des utopies intéressantes, des utopies locales, mais difficiles à généraliser et à généraliser à tout le monde. Et dans les sociétés du Moyen-Âge, il y avait des monastères, mais on n'a pas transformé la société elle-même en monastère. Et j'ai un peu peur de temps en temps on passe des déséquilibres évidents de la société, qui encore une fois pour moi viennent de loin, à l'idée d'un changement radical pour lequel, à mon avis, nous n'avons pas aujourd'hui de formule de remplacement claire. Le communisme, qui était une réponse, s'est effondré. Personne ne veut remettre en cause la démocratie. Une planification autoritaire, je dirais, personne n'en parle. Je dirais, on a même laissé se dégrader un instrument qui aurait pu et dû rendre davantage de services. On l'a laissé se dégrader beaucoup trop. Donc, tu parles du plan? Je parle du plan, oui. Voilà, donc il y a des éléments d'alternative, mais il n'y a pas d'alternative globale. Donc ça me distingue, en tout cas d'une certaine approche des altermondialistes, qui, à mon avis, vendent un produit qui n'est pas tout à fait au point, dans la mesure où ils suggèrent qu'il y a une alternative, une idéologie de remplacement, mais comme elle n'est pas définie, on n'en voit pas les inconvénients et les risques, parce qu'on les verrait trop bien si elle était trop définie. Bon, par contre, donc moi, je pense qu'il faut travailler quand même dans une économie de marché et dans la démocratie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour l'utopie. C'est pour ça que j'ai travaillé dans mon dernier livre, partant des déséquilibres de l'économie. Au fond, ma thèse fondamentale, c'est de dire qu'il y a des déséquilibres économiques fondamentaux. Il faut travailler sur le sens pour retrouver le sens de l'économie, c'est-à-dire l'économie au service de l'homme et non pas l'homme matière première de l'économie. Ça implique un certain nombre de méthodes. Les démocraties doivent apprendre à travailler sur le sens, ce qui n'est pas facile. Donc il y a des moyens de sens. L'éthique de la discussion est un moyen de fabriquer du sens ensemble. La non-violence constructive est un moyen de travailler sur le sens ensemble. La maîtrise du désir de pouvoir est un élément incontournable, et comment tirer du désir de pouvoir ce qu'il a de bénéfique tout en limitant ses effets nocifs. Bon, voilà comment il faut donc que nos démocraties remettent l'économie à sa place, travaillent sur le sens,
et aboutissent à un nouveau concept de richesse que j'ai défini comme ce que j'appelle l'abondance frugale. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'idée d'abondance, qui est une belle idée, mais on est obligé de le compenser par un principe de sobriété, de frugalité. Et maintenant, pour moi, aujourd'hui, la question est de construire ce que j'appelle une économie ou une société de sobriété créative et solidaire. Voilà, les trois mots-clés d'aujourd'hui, pour moi, c'est sobriété. On ne peut pas faire l'économie de la sobriété. La sobriété est la condition de la justice. Cette sobriété doit être créative, ça ne doit pas être une chose froide, répressive, restrictive. Il faut qu'il y ait de la créativité dans cette sobriété et il faut qu'elle soit solidaire parce que la question de la justice va se poser avec beaucoup plus de force aujourd'hui puisque nous devons faire face à des défis importants pour lesquels il va falloir engager des sommes importantes et si on n'y prend pas garde, ce sont les pauvres qui paieront la facture. Donc voilà un peu pour moi le sujet. Alors tout ceci pour dire que, je terminais un peu mon raisonnement, c'est qu'au fond, je pense que aujourd'hui nous avons, alors pour mettre en place cette abondance frugale, cette société de sobriété créative et solidaire, c'est une version un peu atténuée de l'abondance frugale, nous devons cultiver simultanément trois formes de culture, qui sont à la fois des cultures politiques et religieuses, qui sont des cultures de résistance, des cultures de régulation et des cultures d'utopie. Des cultures de résistance qui ont chacune du positif et des limites. Et quand on les met en synergie, on maximise le positif et, bien entendu, on réduit les limites. Et donc la résistance, c'est ce qui permet de dire non à l'inacceptable, mais la culture de la résistance manque souvent de discernement. La culture de la régulation, c'est la culture qui permet de gérer le global, donc on fait des choses tâtonnantes, pas très excitantes, mais fondamentales, parce que c'est ce qui assure la solidité des sociétés. Et la culture de l'utopie, c'est ce qui... Alors la culture de la régulation, son risque c'est de s'endormir sur elle-même, de dissimuler des captations de pouvoir, bien entendu, des cultures de domination. Donc, est-ce que la culture de la régulation repousse la culture de la résistance qui est toujours critique et la culture de l'utopie qui, évidemment, la bouscule. Et puis, la culture de l'utopie qui est une culture qui est la plus belle, la plus intéressante, transcendante. C'est le désir de transcendance qu'il y a dans l'utopie, le désir de royaume, d'un monde autre, mais qui se heurte à la réalité. Et donc, l'utopie ne peut pas s'imposer par la force. Elle implique de l'exemplarité, de l'enseignement, de l'éducation, mais elle doit respecter des règles démocratiques. Et donc, elle doit convaincre. Et donc, pour moi, la société de rééquilibrage, c'est une société qui résiste aux excès. On n'a pas assez résisté aux excès du financier, de l'argent, qui trouve des nouvelles régulations, qui laisse sa place à des communautés utopiques, à des communautés de vie différentes, mais qui éclairent la société, dans lesquelles des rôles nouveaux peuvent être joués, les fameux mutants culturels. Voilà. Mais ce n'est pas évident que les cultures d'utopie peuvent fusionner ou accaparer entièrement la culture de la régulation. À ce moment-là, il y a toujours des risques pour les libertés et ça se retourne contre l'utopie elle-même. C'est ce qu'on a vu avec le communisme. Donc, voilà, en tirant les leçons de l'histoire, voilà ce que je dis. Alors, par rapport à la crise d'aujourd'hui, donc je suis plutôt dans une lecture que nous avons fait des grosses erreurs de régulation en termes de financiers, puisque nous avons commis des erreurs. Nous avons laissé des professions non réglementées manier de l'argent. Nous avons laissé des gens s'endetter alors qu'ils n'avaient pas des possibilités de rembourser, y compris d'ailleurs des gens qui spéculent, des effets de levier. Ce n'est pas seulement les gens qui achètent des logements, mais les gens qui ont des effets de levier non engagés par des capacités de remboursement. Le jour où un marché se retourne, ils sont tous obligés de vendre leurs actifs. Donc il y a eu des erreurs de régulation. Nous n'avons pas encore trouvé les régulations de la société écologique de demain. Donc je pense qu'il y a quand même d'importants changements de mode de vie à faire. Je pense que pour préserver notre niveau de vie, dans le cadre de la mondialisation, où les autres ont envie de se développer, il va falloir changer de style de vie.
pense notamment que si on applique le principe de contraction et de convergence pour les règles climatiques, c'est-à-dire que on donne les mêmes droits d'émission de gaz à effet de serre par tête d'habitant, ça va provoquer des changements considérables. Donc là, je pense qu'il va y avoir des changements en termes importants, peut-être moins dans la façon d'être en société, comment dirais-je, le marché va continuer à jouer un rôle, la démocratie va rester le régime, mais les institutions vont beaucoup changer et les facteurs de voilà, le grand changement, ça va être les facteurs de mobilisation collective. Je pense qu'on a beaucoup mobilisé sur le pouvoir d'achat et sur l'argent, et que demain, si on veut répondre à nos défis, il va falloir beaucoup plus mobiliser sur la qualité de vie, sur le style de vie, sur le lien social, sur le développement des personnes, plutôt que sur des valeurs abstraites, sur des valeurs en soi.